Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Yves Tremblay. Il est directeur de recherche en hydrologie à l'Institut de recherche pour le développement, IRD. Il est spécialisé dans l'étude des ressources en eau douce et des systèmes hydrologiques. Il a réalisé sa thèse au Canada, au Québec, puis il est arrivé à Montpellier en 2009, où il a fait 4 ans de post-doctorat avant d'être recruté à l'IRD en 2013. En 2014, Yves est venu s'installer au Mattel. Il s'est expatrié en 2015 et 2016 avec sa famille au Maroc, où il travaillait à l'université de Marrakech. Certains d'entre vous ont certainement eu l'occasion de le voir en concert. Il est en effet le batteur du groupe Route des Cévennes, qui se produit régulièrement dans notre village à l'occasion d'événements festifs. Ces recherches portent sur l'hydrologie des bassins versants, c'est-à-dire l'étude des processus qui régissent le cycle de l'eau au sein d'une région géographique donnée. Il s'intéresse notamment à la quantification des ressources en eau, à la modélisation hydrologique et à l'impact du changement climatique sur les régimes hydrologiques. En plus de ces activités de recherche, Yves participe également à des projets de coopération internationale, notamment dans les pays d'Afrique et en Méditerranée. Il travaille en collaboration avec des chercheurs locaux et des institutions gouvernementales pour développer des solutions durables pour la gestion de l'eau dans ces régions. Hasard du calendrier, notre conversation ce soir a lieu en même temps que la COP28. Ce soir, Yves va nous projeter dans l'avenir hydrologique de la région jusqu'en 2050. Il va nous parler du Lirou et des conséquences locales du changement climatique. Yves, l'audience est à vous. Oui, merci Stéphane. Bonsoir à tous. Alors, je vais commencer par partager mon écran. Hop, normalement, vous devez voir mon écran. Est-ce que c'est bon? C'est bon. Ouais, parfait. Donc, bonsoir à tous. Donc, comme Stéphane m'a présenté, je suis effectivement hydrologue installé au Mattel. Et mon thème principal de travail, c'est regarder quels sont les impacts du changement climatique sur l'hydrologie, avec, dans mon cas, un focus sur les extrêmes, donc tout ce qui est crue et sécheresse notamment. Qui est vraiment un sujet d'actualité maintenant. On a vu dans la région avec 2 étés particulièrement secs en 2022 et 2023. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter pendant une petite demi-heure différentes choses. Déjà, je vais commencer par un zoom très local sur le Lirou, les Mattel, puisqu'il se trouve que dans notre laboratoire, on a un observatoire qui s'appelle Médicis. Alors, accrochez-vous pour l'acronyme, c'est Observatoire multi-échelle de la dynamique des crues et de l'hydrodynamique souterraine en milieu karstique. Donc, concrètement, c'est un site expérimental. Donc, oui, cet observatoire Médicis, en fait, on est sur le nord de Montpellier, donc toute la zone du Lèze. Et dans le bassin du Lèze, il y a nécessairement le Lirou. Et donc, ce site est instrumenté depuis 2005, donc c'est-à-dire qu'il y a des longues séries de données. Et j'ai fait un petit zoom sur les matels pour vous montrer en fait le type de données qu'on collecte sur le village. Donc là, j'ai mis 3 stations qui sont en rouge. Alors, vous avez une première station à droite qui mesure le débit. On est proche du cimetière, on est à la sortie des Matels direction Saint-Mathieu. Et en fait, c'est un site là où on mesure le débit dans le cours d'eau. Je vais vous montrer des photos après. Un deuxième site, c'est la source de Lirou, que la plupart d'entre vous, j'imagine, connaissent, avec des sondes piézométriques, donc des capteurs de pression qui sont installés en profondeur à différents niveaux. Et un troisième site plus récent, au niveau du Suquet, donc sur la partie ouest des Matels, où on a installé récemment, enfin mes collègues ont installé un pluviomètre pour mesurer les précipitations. Alors, là, c'est la photo de la station de débit. Donc, j'ai indiqué à la sortie des Matels proche du cimetière. Vous voyez ici à gauche, on ne voit pas très bien une petite échelle blanche qui mesure la hauteur du niveau d'eau. Et en dessous, en fait, il y a un capteur de pression qui va nous donner en permanence, toutes les 5 minutes, je crois, la hauteur de l'eau. Par contre, pour transformer ça en débit, donc le débit, c'est la quantité d'eau qui coule en mètres cubes par seconde, on a besoin périodiquement de faire ce qu'on appelle des jaugeages, et là, des mesures de débit. Alors, vous voyez, le petit flotteur rouge, c'est en fait comme un sonar quelque part qui va mesurer le champ de vitesse, le profil de vitesse en travers du cours d'eau. Et avec ces deux informations, la vitesse de l'eau et la hauteur de l'eau, on peut calculer assez simplement finalement le débit qui s'écoule en mètres cubes par seconde. Alors ça, c'est un autre type de jaugeage. Vous voyez qu'on s'amuse bien quand on fait l'hydrologie.
Donc ça, c'est par dilution. Donc là, vous voyez mon collègue Pascal qui met un produit qui s'appelle de la fluorucéine. C'est un produit qui rend la rivière transparente quelques secondes. Et en fait, un peu plus bas, à quelques centaines de mètres, on a un appareil qui va mesurer la concentration de ce produit. Et là encore, nous donner une mesure de la quantité d'eau qui s'écoule par seconde. Deuxième volet plutôt, le côté souterrain. Donc là, c'est une galerie en sous-sol, en dessous de nos pieds. Donc le sous-sol des Mattel, c'est un sous-sol dit karstique avec beaucoup de galeries qui permettent de stocker l'eau et ensuite de la déverser quand les galeries sont pleines. Et là, vous avez un exemple d'une des galeries qui, normalement, doit se mettre en charge quand il y a de l'eau dedans. Et vous voyez ma collègue Lucie qui pose, donc c'est une de nos deux spéléologues du laboratoire. Et vous voyez une autre photo d'une des galeries qui est partiellement remplie d'eau. Et quand les galeries souterraines arrivent en charge, c'est-à-dire qu'elles sont complètement remplies d'eau, et ben la source de l'Irou, vous connaissez, commence à déverser. Et voilà le type de résultat. C'est un peu pour illustrer en fait ce qu'on fait en hydrologie déjà sur le terrain en termes de mesures, et ensuite comment on va vers la modélisation, le changement climatique, etc. Pour partir de choses un peu concrètes et locales. Donc là, par exemple, c'est les pluies qu'on a mesurées depuis 2021, juste au-dessus d'ici, puisque moi j'habite route des Cévennes, au Suquet. Et donc là, vous voyez le graphique en bleu, les quantités de pluie par jour depuis à peu près 2 ans. Alors, à quoi ça sert ces données? Puisque c'est bien gentil de mesurer la pluie, le débit, les niveaux piézométriques. Ça nous sert ensuite à faire des modèles. Alors là, j'ai un exemple concret. Vous avez 4 épisodes de crue du Lirou, avec en bleu la courbe observée et en vert la courbe simulée. Donc, c'est des modèles mathématiques qui, grâce aux données de terrain qu'on a mesurées, vont permettre de reproduire le comportement de la rivière. Et à quoi ça sert d'avoir des modèles? C'est très important, notamment pour faire de la prévision. Imaginons qu'on ait un modèle comme ça qui fonctionne pour simuler les débits. Eh bien, on peut mettre en entrée les données de Météo France, les prévisions de pluie pour demain, après-demain. Imaginons qu'il pleuve 20, 30 millimètres. Et bien, du coup, on peut traduire cette information météorologique en débit du cours d'eau. Et c'est de la même manière, en fait, qu'on va faire des scénarios climatiques sur le très long terme. C'est à partir d'un modèle qui est calibré, validé sur des données d'observation. Et je finirai sur le Lirou là-dessus. J'ai découvert un peu par hasard, il y a quelques années maintenant, qu'un instituteur dans les années 50, qui s'appelait Pierre Trinquier, qui est décédé malheureusement il n'y a pas très longtemps, à 105 ans. Et en fait, dans les années 50, il a fait des mesures sur le Lirou avec les élèves de l'école primaire. Et c'est assez intéressant puisqu'il a mesuré tous les jours la précipitation dans des seaux, etc. Ils ont observé aussi la rivière, vous voyez en bas à droite, les cycles de débit qu'ils ont très proprement reportés sur du papier, et là une courbe millimétrique avec la relation hauteur-vitesse. Donc c'est des informations extrêmement intéressantes pour regarder par exemple comment se comportait le cours d'eau il y a à peu près 70 ans et comment il se comporte aujourd'hui. Et ça, c'est des archives extrêmement intéressantes justement pour faire de ce qu'on appelle de l'hydrologie comparative. Alors, deuxième partie, là, je vais parler un peu plus globalement, on va dézoomer maintenant, on va parler du changement climatique en Méditerranée. Alors, ce que je vais vous dire là s'appuie très largement sur le rapport du GIEC. Donc, c'est un rapport qui paraît tous les 5 à 7 ans, depuis 30 ans maintenant. Pourquoi je vous montre ça? C'est qu'en fait, l'information est accessible en quelques clics de souris. On entend dans les médias, le GIEC, les gens en parlent, etc. Mais en fait, l'information est publique, gratuite, accessible. Alors, c'est en anglais malheureusement, mais en fait, maintenant, avec les outils de traduction sur Internet, on peut facilement récupérer l'information qui nous intéresse et la traduire. Et c'est important parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent du GIEC sans savoir vraiment ce que c'est ou qui critiquent des fois ce qu'il y a écrit dedans, alors que des fois, il faudrait juste le lire pour commencer à avoir une discussion intéressante là-dessus. Et j'ai eu la chance de participer en tant que juste contributing author, donc j'ai participé à quelques sections sur les précipitations, dans le chapitre du rapport qui parle de la Méditerranée. Alors, je vais faire un petit rappel ici sur comment on modélise les impacts du changement climatique et notamment comment on modélise le climat. Alors, on a vu tout à l'heure dans le Lirou, on a des données d'observation qui permettent de faire des modèles mathématiques qui reproduisent le comportement de la rivière. Et bien, c'est un peu pareil pour le climat. Vous voyez, à droite, on a la Terre et qui est recouverte en fait par un maillage de points en gris qui représente en fait, enfin, on essaye de représenter dans chaque point de gris du modèle toutes les équations de la physique, le cycle de l'eau, l'interface avec la végétation, la surface, etc. Et en fait, à partir de ça, on peut simuler le climat ou la météo, et c'est exactement ce type de modèle qui vous sert à regarder la météo sur Météo France pour demain, après-demain, etc. Alors, il faut comprendre que ces modèles sont en constante amélioration au cours du temps.
Il y a plusieurs décennies, les mailles, donc les petits points gris que vous voyez sur la carte, c'était 200, 300, 400 kilomètres. Donc c'est quand même des grosses zones, c'est un peu grossier comme résolution. Maintenant, on a des modèles qui arrivent à l'échelle kilométrique, donc on est vraiment beaucoup plus proche des impacts régionaux. Et en tout cas, on est de plus en plus en mesure de représenter assez finement les propriétés du climat régional. Donc une fois qu'on a ces modèles de climat à droite, pour faire des scénarios climatiques, on met en entrée de ces modèles des scénarios d'émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est les différentes courbes que vous voyez ici en différentes couleurs, avec le scénario du pire ici en rouge, le RCP 8.5, et différents autres scénarios. Alors en passant, le scénario pour l'accord de Paris en bleu, c'est le 2.6 là, et vous voyez le petit point rouge correspondant aux émissions de 2022. On n'est pas tout à fait en train de prendre ce chemin-là. Et il faut comprendre en fait que c'est donc déjà personne ne peut voir l'avenir, hein, c'est évident. Par contre, on essaie d'avoir des modèles de climat qui répondent à un forçage anthropique d'émissions de gaz à effet de serre. Ça veut dire qu'on a différents scénarios et chacun de ces scénarios correspond à un monde plausible en disant, premièrement, est-ce que on continue à émettre des gaz à effet de serre comme aujourd'hui? Donc c'est une première possibilité. Deuxièmement, est-ce qu'on essaie de réduire modérément? Deuxième possibilité. Troisièmement, est-ce qu'on essaie de réduire très fortement comme l'accord de Paris? Et donc, ça veut dire qu'il n'y a pas un seul scénario, mais il y a un ensemble de scénarios plausibles. Et finalement, derrière, c'est nos choix de société derrière. C'est-à-dire que si on décide collectivement de réduire nos émissions, eh ben, on n'est pas forcément en train de prendre la direction du scénario le plus catastrophique. Alors, là, j'ai mis, il y a quelques cours, mais bon, j'espère que c'est assez facile à comprendre. Là, j'ai montré une courbe que je trouve très intéressante, puisque là encore, il y a beaucoup de gens qui critiquent les modèles de climat en disant ils sont pas fiables, etc. Mais en fait, il se trouve que les modèles de climat ont débuté dans les années 60, 70. Vous voyez les dates ici, Manabé 1970, 1971, 75. Et si on regarde les scénarios sur la température des modèles à cette époque, ce qu'on montre ici sur la courbe, et on voit en fait qu'ils ne sont pas trop trompés en fait avec le climat qui se passe dans les années 2000, 2010, 2020. Et on voit même ici en rouge une courbe rouge en pointillé qui correspond en fait au scénario du GIEC. Et on voit qu'on est tout à fait dans la gamme de variabilité des anciens modèles beaucoup plus simples, comme j'expliquais, qui n'avaient pas une résolution spatiale très, très, très fine, qui était un peu simplifiée sur beaucoup de processus. Donc voilà, c'est pour montrer quand même une certaine cohérence sur les scénarios depuis 30 à 40 ans. Alors maintenant, si on regarde un peu plus, de manière un peu plus zoomée sur la Méditerranée, donc là, vous avez deux courbes de température en bas, la température moyenne du globe terrestre, donc en vert, et une courbe en bleu qui représente la température pour la Méditerranée. Et ce qu'on sait, c'est que la température en Méditerranée se réchauffe à un rythme plus soutenu que les moyennes de température au niveau mondial. Donc ça, c'est gênant parce que ça veut dire que, assez mécaniquement, c'est une zone dans laquelle on s'attend à avoir des impacts importants du changement climatique et on parle d'à peu près 1,5 degré au-dessus des valeurs pré-industrielles. Alors, pareil, pour rendre ça un peu concret, hein, c'est pas juste des scénarios à l'échelle planétaire, voilà. On peut extraire les données de Météo France sur les matins, hein, donc les données correspondant à la zone du village. Et là, j'ai tracé trois graphiques qui montrent à gauche l'évolution des températures, au milieu les précipitations et à droite la neige. Alors sur les températures, on voit très clairement que les températures moyennes en orange, minimales en jaune et maximales en bleu augmentent toutes les trois de manière assez régulière depuis 1960 ça s'arrête en 2021, ma courbe. Et on voit que le rythme d'augmentation est à peu près similaire à ce qu'on observe au niveau de la Méditerranée, hein. On est autour de, on est au niveau de 1 degré, 1,5 degré. Donc, premier point, les températures augmentent de manière assez cohérente avec ce qu'on observe un peu partout en Méditerranée. Deuxième point sur les précipitations, donc là, les barres en bleu représentent le cumul de pluie chaque année, pareil entre 1960 et 2020. Et en fait, on s'aperçoit qu'il n'y a pas vraiment de tendance sur les pluies. On ne peut pas dire que les pluies baissent. Ça varie beaucoup, c'est normal, c'est le climat méditerranéen, mais là-dessus, pour les pluies, on ne peut pas dire grand-chose. Il n'y a pas de conclusion à tirer. Troisième point, sur la neige, là, les petites barres noires représentent chaque année le nombre de jours où il neige par hiver. Et là, on a une tendance, alors pareil, il y a de la variabilité. On a un pic là en 2009 ou 2010, je crois. Mais globalement, on a quand même une baisse du nombre de jours de neige. Et je pense que tous les Matélois d'origine l'ont constaté au cours des dernières décennies. Alors maintenant, je vais zoomer sur deux aspects qui sont extrêmement importants en Méditerranée, hein. C'est quelque chose d'actualité qui préoccupe beaucoup les gens. Un, c'est les pluies intenses, les épisodes méditerranéens. Et deux, les sécheresses. Et donc, je vais commencer par les pluies.
Donc, vous savez que dans la région, on est très affecté par des épisodes de pluie très intenses. On est les seuls départements français à pouvoir recevoir plus de 200 millimètres par jour. Alors 200 millimètres, ça commence à faire beaucoup d'eau, hein. C'est l'équivalent d'une baignoire sur la tête, et notamment avec la zone critique des Cévennes, là, notamment au nord du Gard. Alors moi, j'aime bien montrer ce travail-là. C'est un travail d'un collègue de Météo France, Aurélien Ribes, qui a pris en fait l'ensemble des stations météo de l'arc méditerranéen français. Vous voyez les stations, tous les petits points bleus. Et en fait, il a regardé si, au cours des dernières décennies, on observait une augmentation des épisodes de pluie intense. Et la réponse est oui. Vous voyez la courbe en haut, on est à peu près à plus 20% d'augmentation depuis 30 ans. Et donc, à la fois sur l'intensité des pluies, quand il pleut fort, en moyenne, il pleut encore plus fort. Deuxième chose, on a aussi une augmentation du nombre d'épisodes par an, alors qui n'est pas forcément visible chez nous, hein. C'est une conclusion globale sur la Méditerranée, et on ne l'observe pas forcément dans notre région de l'Est de l'Hérault. Et troisième point, une augmentation des surfaces touchées, c'est-à-dire que quand il y a un épisode plus intense, en moyenne, il impacte une zone plus importante. Donc ça, c'est le premier point sur les pluies extrêmes en climat passé. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça se base sur des réseaux d'observation, des mesures de terrain, là, sur les précipitations sur plusieurs décennies. Et là, on peut tirer des conclusions assez robustes sur est-ce que le climat change. Deuxième point, là, au niveau des scénarios futurs, donc là, on fait appel à ce que j'ai montré tout à l'heure sur les modèles climatiques et les scénarios futurs possibles. Donc là, c'est un travail que j'ai réalisé il y a quelques années maintenant, pour deux scénarios d'émissions de gaz à effet de serre. Un scénario, le RCP 4.5, plutôt optimiste, on va dire, pas vers une aggravation très forte des émissions, et un scénario pessimiste, le scénario en bas 8.5. Mais on voit que dans les deux cas, en fait, on est en rouge sur tout le pourtour méditerranéen, français, l'Italie, les Balkans. C'est-à-dire qu'on s'attend à ce que cette hausse des précipitations extrêmes déjà observées depuis 30-40 ans, ben, elle va se poursuivre dans le futur. Et ça, malheureusement, quel que soit le scénario, on voit bien qu'on est en rouge dans les deux cas. Et un point quand même intéressant ici, c'est que on est en bleu sur l'Afrique du Nord. C'est-à-dire que, à l'inverse de chez nous, au Maghreb, en fait, les pluies intenses, elles vont pas forcément augmenter. Et ça, c'est important aussi. Ça montre bien que le changement climatique a des impacts locaux qui peuvent être assez différents selon ce qu'on regarde. Sur les températures, c'est assez global, assez uniforme. Sur les pluies, sur tout ce qui touche au cycle de l'eau, c'est beaucoup plus localisé. Il faut se méfier des généralisations un petit peu hâtives pour dire les pluies montent, diminuent partout. C'est pas tout à fait vrai. Il y a beaucoup de modulation locale de ces phénomènes. Et enfin, donc là, on parlait des pluies intenses, on parle juste de l'aspect atmosphérique, mais qu'est-ce qui se passe au niveau des crues? Alors, assez paradoxalement, on ne trouve pas d'augmentation de la sévérité des crues dans la même région. Alors, on peut se dire c'est super étonnant comme résultat, on ne s'attendrait pas à ça. En fait, il faut bien comprendre quelque chose, c'est qu'une fois que la pluie tombe, elle rencontre le sol, et selon les conditions de surface, eh ben, il ne se passe pas du tout la même chose. Donc là, j'ai mis trois exemples assez visuels. Des pluies plus intenses qui arrivent sur un sol imperméable, typiquement en ville, hein, le centre-ville de Montpellier, par exemple, c'est un bon exemple. Et ben, mécaniquement, plus de pluie égale plus de ruissellement de surface. Et là, on peut s'attendre en milieu urbain à des impacts plus importants des inondations urbaines. Par contre, dans les sols, alors à droite, j'ai mis les sols entre guillemets naturels et les sols cultivés. Là, il y a vraiment différentes réponses. Notamment, vous avez à gauche un sol enherbé, donc qui est en capacité de stocker pas mal d'eau. À droite, des rangs de vignes avec des rangs complètement désherbés entre les plants. Et donc là, c'est un sol qui favorise le ruissellement. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas, là aussi, faire une réponse univoque en disant les pluies extrêmes vont augmenter une augmentation des crues. C'est pas vrai. Ça dépend des contextes locaux. Et en passant, il y a des manières du coup de réduire les impacts, notamment avec de nombreuses pratiques agricoles ou de gestion des couverts végétaux, qui permettent de réduire le ruissellement et l'érosion de surface. Et dernier volet de ma présentation, donc là sur les sécheresses, qui est aussi un sujet majeur en Méditerranée. Alors, je vais commencer par un petit point on va dire, de définition, de savoir de quoi on parle. Donc déjà, la sécheresse, ce n'est pas l'aridité. L'aridité, c'est une caractéristique du climat. Par exemple, au sud du Maroc, il pleut 200 millimètres par an. À Montpellier, il pleut plutôt entre 600, 800, 900 millimètres. Donc ça, c'est la moyenne du climat normal. Une sécheresse, c'est un épisode extrême en dessous de cette moyenne. Donc, c'est pas tout à fait la même chose que l'aridité. Et c'est ce que j'ai représenté ici sur le graphique avec une anomalie rouge négative. C'est juste un exemple comme ça, mais c'est bien pour montrer qu'il y a une différence entre le niveau normal de précipitation annuelle et un épisode de sécheresse qui peut durer dans l'espace et dans le temps une durée variable. Donc on distingue différents types de sécheresse. D'une part, les sécheresses météo, quand il s'arrête de pleuvoir, c'est assez simple à comprendre. C'est pas les sécheresses qui ont le plus d'impact, puisqu'en fait,
Une fois que l'eau est sur la surface du sol, elle va s'infiltrer, elle va ruisseler, elle va recharger les nappes, recharger les sols. Et donc, on parle de sécheresse agronomique ou sécheresse du sol quand les déficits de précipitation sont tels que le niveau de l'eau dans les sols commence à diminuer. Et là, c'est là qu'on commence à avoir des impacts importants sur la végétation naturelle, bien évidemment, mais aussi sur l'agriculture, puisque quand il n'y a plus d'eau dans le sol, ben, il faut arroser un peu plus. Donc là, ça devient compliqué. Et troisième niveau de gravité, c'est la sécheresse dite hydrologique. Quand même le niveau des sols, le niveau d'eau dans les sols est très bas, et ben, on observe une baisse des niveaux des rivières et des nappes souterraines. Et là, ça pose des problèmes majeurs, notamment pour l'alimentation en eau potable, pour les prélèvements, pour toutes les activités, notamment l'irrigation. Donc voilà, il faut bien comprendre, il y a une gradation des sécheresses. On part de la sécheresse météo vers la sécheresse du sol et ensuite la sécheresse dite hydrologique ou hydrogéologique. Alors, les mécanismes de l'augmentation des sécheresses en Méditerranée, il y a deux aspects extrêmement importants et complémentaires. Donc, un premier aspect qui est la baisse des précipitations. Alors, comme je l'ai montré tout à l'heure, dans notre région, ici, on n'observe pas vraiment de baisse. Donc, c'est pas ça qui explique majoritairement l'augmentation des sécheresses qu'on observe depuis plusieurs décennies. Il y a un autre mécanisme associé qui est ce qu'on appelle l'évapotranspiration. Donc l'évaporation de l'eau dans le sol, ça c'est assez facile à comprendre. Si vous laissez un verre d'eau très longtemps au soleil, il va s'évaporer. Et deuxième aspect, c'est la transpiration des plantes, qui sont des êtres humains, enfin des êtres humains, pardon, des êtres vivants comme nous. Donc plus il fait chaud, plus ils transpirent. Et donc en fait, c'est vraiment le mécanisme-là qui est assez mécaniquement relié à la hausse des températures. C'est vraiment ce mécanisme de l'évapotranspiration en forte augmentation qui est à l'origine en fait de ce qu'on observe aujourd'hui, c'est-à-dire une augmentation assez radicale des sécheresses. Et face à cet état de stress hydrique de plus en plus important et des épisodes répétés notamment pendant la période estivale, se pose la question de l'adaptation des plantes jusqu'à une certaine limite. Et un problème assez important associé à ça, c'est comment dire, la rapidité des changements. Ce qu'on observe en termes de température là, depuis plusieurs décennies, c'est une augmentation très rapide par rapport à ce qui s'est passé il y a plusieurs millénaires, à l'époque des âges glaciaires, etc. Et donc ça rend très complexe l'adaptation, notamment des végétaux, à ces nouvelles conditions climatiques. Alors les impacts des sécheresses, il y a deux illustrations ici que tout le monde connaît, hein. Donc c'est l'impact sur la végétation naturelle, sur l'agriculture, et aussi les feux de forêt. Alors même si les feux de forêt dans notre région, ils ne sont pas tout à fait causés par des causes naturelles, hein, c'est souvent des imprudences, voire des actes volontaires. Mais par contre, on sait que des conditions de sécheresse aggravées sont des conditions les plus propices pour le déclenchement de feux de forêt massifs. Et là encore, on l'a vu l'année dernière, avec notamment des feux de forêt dans des régions de la France, dans le nord par exemple, qui n'ont pas du tout l'habitude de vivre ces phénomènes. Alors là, si on regarde pareil au niveau rétrospectif, hein, là, il n'y a pas de scénario climatique, ces dernières décennies sur toute la Méditerranée. Donc là, il y a une carte qui donne l'évolution des sécheresses pour différentes régions. Et on voit très bien que la majorité, enfin une grande partie des régions, notamment le sud de la France, l'Espagne, une partie du Maroc, la Grèce, le Moyen-Orient, on voit qu'on est en marron, marron-noir, selon on est daltonien ou pas. Et en fait, on voit bien que ces zones voient une augmentation de la récurrence des sécheresses. C'est illustré en bas par les petits graphiques avec les barres. On voit on a beaucoup plus de barres marron vers le bas après la décennie 80 qu'au début. Donc on voit bien là qu'on a un signal majeur et fort dans de nombreuses régions méditerranéennes vers une aggravation des sécheresses. Deuxième volet, donc pareil, pour les plus intenses, je vais montrer l'évolution au climat historique et ensuite on montre les scénarios. Donc ça, c'est les scénarios futurs pour la Méditerranée. Pour différents niveaux de réchauffement, donc là on est 1,5 degré, c'est un niveau qu'on va très probablement dépasser, donc c'est pas très instructif. Par contre, là on a 2 degrés, 4 degrés, qui sont des scénarios beaucoup plus probables. Alors cette carte est assez inquiétante à deux niveaux. À gauche, on a les sécheresses courtes qui durent 6 mois, donc typiquement un été prolongé. Mais à droite, on a les sécheresses longues, SPI 48, c'est des anomalies sur 48 mois, donc sur 4 ans. Et en fait, on voit qu'on est dans le rouge à peu près partout. Et ça veut dire qu'on s'attend à des épisodes de sécheresse longs et prolongés. Et ça a des impacts très importants puisque une sécheresse pendant un été, mais si l'hiver d'après est assez pluvieux, on peut recharger les nappes, les stocks en eau des sols, etc. Par contre, si la sécheresse s'installe et dure plusieurs années, comme par exemple en Catalogne depuis quelques années maintenant, et ben là, il y a un vrai problème, c'est que l'hiver, on ne peut plus recharger les nappes, etc. Donc, on a un effet boule de neige assez dramatique.
et une diminution beaucoup plus rapide des ressources en eau que ce qu'on attendrait. Alors, c'est pour ça que dans ce rapport du GIEC sur la Méditerranée, c'est indiqué que, en fait, les sécheresses, c'est le risque majeur attendu sur la région méditerranéenne, avec des impacts, on a vu, sur les feux de forêt, une perte de biodiversité, sur l'érosion des sols, les rendements agricoles. Et là, j'ai mis quelques chiffres. Alors, il y en a certains avec une grosse intervalle. On estime que les ressources en eau ont diminué avec une baisse des débits d'étiage, donc le débit l'été des cours d'eau, et on est entre -5 et -70%. Donc, c'est un intervalle quand même assez important, mais ça montre aussi toutes les incertitudes qu'il y a derrière ce type de modélisation. Et sur les rendements agricoles, on peut estimer, par exemple, que les cultures pluviales vont diminuer de l'ordre de -60%. Et là encore, on voit assez nettement les impacts qu'il peut y avoir derrière. Dans des pays comme l'Afrique du Nord, où il y a une grande partie de l'irrigation, de l'agriculture, pardon, qui est faite sans irrigation ou avec peu d'irrigation, ça va avoir un impact très important sur les productions agricoles, et donc mécaniquement des impacts économiques aussi très importants dans ces pays-là. Alors si on zoome un petit peu sur la France, Météo France vient de produire des cartes de simulation sur l'ensemble du pays. Donc là, vous voyez par exemple sur les cours d'eau, avec le signal en hiver à gauche et en été à droite. Alors, en hiver, là, c'est marqué une hausse des débits en hiver. Moi, je vois pas trop une hausse, en fait, parce que la plupart des points, on est dans du blanc transparent, à part dans les Alpes, ici, où on a des points en bleu-vert. Mais voilà, pour moi, il se passe pas grand-chose en hiver. Par contre, ce qui est intéressant, c'est regarder en été. Là, on est partout sur la France. Il n'y a pas un seul point où on est vers une augmentation. On voit bien qu'on est dans une baisse très importante des débits des cours d'eau en été. Et ça pose des soucis parce que notamment dans les zones touristiques, par exemple le bassin de l'Hérault, avec toute la population touristique qui vient sur le Cap d'Agde et les régions à côté, ça va poser des gros soucis d'alimentation en eau, notamment durant l'été. Et une autre carte sur cette même thématique, là, cette fois-ci, c'est pas sur les cours d'eau, c'est sur les sols. Et donc là, c'est pareil, on a une carte qui montre l'évolution du nombre de jours de sol sec par an. Et on voit pareil, toute la France, je dis bien toute la France, hein, il n'y a pas d'endroit où ça augmente. On ne va pas se dire, on va monter dans le Nord-Pas-de-Calais, on va planter nos trucs là-bas et ça va bien marcher. On est dans le rouge à peu près partout. Et donc ça va poser des vrais soucis et des vrais challenges en fait pour l'adaptation, notamment des pratiques agricoles et pas dans 200 ans, hein, là on parle dans 25-30 ans, donc c'est des horizons relativement assez proches. Voilà, et je vais finir là-dessus, sur deux petites illustrations que je vous laisse réfléchir. Et puis, si vous voulez, on peut passer à quelques questions. Merci beaucoup, Yves. Oui, nous allons passer à des questions. Donc, personnellement, j'en ai une pour commencer. Je voudrais revenir sur le débit du Lirou. Est-ce qu'il y a un débit maximal de Lirou, vu qu'on est contraint par la sortie de l'embouchure du Lirou? Alors, j'ai pas compris, contraint par l'embouchure, c'est-à-dire. C'est-à-dire la sortie de Lirou, en fait, elle est limitée en volume. Est-ce qu'il y a un volume maximum d'eau qui peut sortir du Lirou? Alors, de la source de l'Irou ou De du la cours source d'eau? de la source. Alors, moi, je ne suis pas un spécialiste du souterrain, hein. On a des hydrogéologues qui travaillent là-dessus. Mais en fait, je ne suis pas certain qu'on ait une limite physique, puisque en fait, il peut y avoir de la pression qui s'accumule. Et donc, on peut avoir des quantités relativement importantes. Et surtout, il faut comprendre qu'il n'y a pas que le souterrain. Par exemple, on a la source, bon, une fois elle est remplie, en fait, elle va commencer à déverser. Il y a aussi tous les affluents derrière, la Déridière, par exemple. Euh, des rivières, j'ai appris récemment en vieux patois, ça veut dire la rivière qui roule des cailloux. Donc ça donne une idée de la violence qu'elle peut avoir. Donc en fait, face à un épisode de pluie très intense, on n'a pas de limite maximale de crue, hein. On peut avoir des épisodes extrêmement dramatiques, très rares dans le temps, mais qui peuvent arriver avec des conséquences très importantes. D'accord, merci. J'ai une question d'Olivier. Alors, à quand une crue centennale au Mattel? Est-ce qu'on peut prédire une crue centennale? Alors, on parle de deux aspects, la prévision et la prédétermination. La prévision, c'est la prévision météo, comme j'expliquais tout à l'heure. Avec un modèle du bassin versant, on peut simuler des débits face à une pluie qui serait prévue par Météo France. Alors Météo France maintenant dispose de modèles très performants, notamment le modèle Arome, qui fonctionne à très haute résolution sur la France. Donc en théorie, on peut avoir quelques heures, voire quelques jours avant un cumul de pluie très important, donc une alerte.
Et on peut traduire cette alerte météo en termes de quantité de pluie en un niveau potentiel de débordement du cours d'eau. Et c'est pour ça qu'on a souvent les alertes vigilance rouge, hein, quand vraiment une zone est considérée comme vraiment un risque. Et donc ça, c'est vraiment l'aspect prévision court terme, hein, sur quelques heures, quelques jours maximum. Ensuite, la prédétermination, c'est regarder justement les longues séries de données sur un cours d'eau. Donc là, sur le Lirou, on a des séries depuis 2005. C'est long, mais en même temps, c'est pas très long parce qu'on comprend bien qu'une crue centenale, c'est une crue qui en probabilité va se réaliser une fois tous les 100 ans. Donc ça veut dire qu'il faut une très très longue série de données pour pouvoir déjà avoir dans l'échantillon de données une crue centenale, voire deux si on a de la chance. Enfin, de la chance, faut parler, ça dépend de quel point de vue on se passe. Mais voilà, c'est les deux aspects, la prévision et la prédétermination, à condition d'avoir des données sur une très longue période. Sur les modèles locaux, est-ce que vous rentrez dans les modèles la pression anthropique sous forme d'artificialisation des sols? Alors oui, il y a des modèles, on va dire, distribués qui peuvent permettre en compte enfin, peuvent prendre en compte ça. Quand je voulais revenir sur l'aspect prévision, euh, en fait, un bassin comme le Lirou, il n'est pas inclus dans les systèmes de prévision. Déjà parce qu'il est trop petit, et deux, parce que les modèles, les bassins karstiques, comme ça, avec beaucoup d'interférences du souterrain, sont très difficiles à prévoir. Donc ça reste quelque part une zone d'ombre, en tout cas pour la prévision hydrologique, de prévoir avec précision, notamment les crues très fortes dans ces bassins. Mais oui, pour répondre à votre question, Stéphane, on peut prendre en compte dans les modèles beaucoup de choses en termes, un, d'occupation du sol, donc notamment de choix d'aménagement, et deux, en termes, par exemple, de prélèvement pour l'irrigation, etc. Oui, Donc ça... moi, bonjour. Ah, pardon. Ça va fini, Stéphane? Allez-y, vas-y, Louis. Oui, je reviens sur la question, la première question de Stéphane. Moi, j'habite la maison la plus près du Lirou, enfin, de la source du Lirou, et depuis une cinquantaine d'années. Euh, je- et de toute évidence, la sortie de la grotte, de la résurgence, est calibrée parce qu'on n'a jamais vu le Lirou, avant sa jonction avec la Guériguerre, monter au-delà d'un certain niveau. Par contre, après, oui, il est amendé par des tas d'autres ruissellements et la Guériguerre notamment. Là, il peut grossir. Donc, il semble bien quand même que les trous de sortie de la résurgence sont calibrés et cette partie-là ne pourra pas couler plus, quoi. Il y a certainement une limite, en fait, déjà de la taille du réservoir souterrain. Mais ce que je veux dire, c'est que face à un épisode de pluie très important, en fait, on peut quand même avoir du ruissellement très important du fait du souterrain, mais aussi du fait de la surface. Et je vais rebondir sur votre question pour vous en poser une question. Si vous êtes proche du Lirou depuis aussi longtemps, qu'est-ce que vous avez constaté comme changement, en fait, depuis ces dernières décennies, en fait? En termes de saisonnalité, par exemple, des épisodes un peu importants, et justement, quand il pleut beaucoup, est-ce que le Lirou, il a tendance à ruisseler un peu plus ou un peu moins? Ben, il semblerait que le Lirou, pour moi, coule le même nombre de fois qu'avant, mais alors ça dure, les écoulements sont très courts, quoi. Et, il y a beaucoup d'écoulements qui durent quelques jours, semaine maximum. Avant, quand il y avait un écoulement, on en avait des fois pour un mois avant qu'il s'assèche, quoi. Ça, c'est la constatation. Après, le nombre de fois où on peut dire que la nappe d'eau déborde au niveau de la résurgence, euh, c'est à peu près. Ça n'a pas changé beaucoup, je pense pas. Enfin, je ne l'ai pas constaté. Ça, c'est Merci, Louis. intéressant. Du coup, ce que j'ai montré tout à l'heure, les fameuses jolies courbes là, faites avec l'instituteur Pierre Trinquier, justement, il a des courbes. Alors, je n'ai pas encore regardé en détail, mais il y a les cycles de débit. Et ce qui m'intéresserait, c'est de regarder ça, en fait, les cycles de débit à l'époque, en 1950-52, et aujourd'hui. Et mon hypothèse, et en fait, ce qu'on observe un peu partout, c'est que comme il y a une aridification croissante aussi de la région et une récurrence des sécheresses, les sols sont plus secs, donc ils sont plus en capacité d'absorber de l'eau. Et quand les rivières ruissellent, elles ruissellent moins, en fait. Est-ce que je peux poser une question, s'il vous plaît? Vas-y, Robert, pose ta question. Oui.
Par rapport au Lirou, on avait une anecdote à l'époque sur les Mattel, c'est que quand le Lirou coulait avant Toussaint, on disait qu'il pouvait couler 9 fois dans l'année. Et là, on s'est aperçu que cette année, il a coulé 2 fois avant Toussaint. Et comme le disait Louis, il a coulé que 3 jours. On est persuadé qu'il ne va pas couler 9 fois cette année. Donc, D'accord. ce qui montre le changement aussi du climat. Et moi, une question aussi que je voudrais poser, c'est par rapport au fait qu'on ne nettoie plus les bois, que les bois ne seront plus nettoyés. Quelle incidence ça va avoir s'il y a un épisode méditerranéen? Est-ce qu'on va retrouver, comme en 33, de l'eau qui va débouler à toute pompe dans le village aussi fortement, ou est-ce que ça va être retenu justement du fait que c'est pas coupé, que les bois ne sont pas coupés? Alors, ouais, ça, c'est un phénomène important, ce qu'on appelle les embâcles. Alors, je ne sais pas si je comprends bien la question sur nettoyer les bois, c'est-à-dire nettoyer les berges, en fait, tout le couvert végétal pour laisser l'eau s'écouler, c'est ça? Voilà, c'est ça. Parce qu'en 33, il est descendu énormément de cailloux avec l'eau, du fait que les bois étaient nettoyés. Tous les bois étaient propres, donc l'eau dégoulinait des pentes des collines et emportait avec elle tous les cailloux, dans la rivière notamment. Et là, du fait que les bois ne sont plus coupés, les cailloux vont être très certainement retenus et ça va retenir aussi peut-être l'eau qui dévalera. Mais je ne sais pas, je dis peut-être n'importe quoi, je ne sais pas. Ah non, c'est exactement ça. C'est en fait, si les sols sont végétalisés avec des herbes, des couverts végétaux, des arbres, etc., ils vont être en capacité de ralentir, voire de diminuer les écoulements par infiltration. Par contre, on sait que des sols nus ou des sols labourés ou des sols caillouteux, alors ça dépend des sols caillouteux où ils sont, mais en général, les sols à nu vont beaucoup plus facilement passer le ruissellement et du coup peuvent aggraver quelque part le ruissellement à l'exutoire. Et par contre, il y a un deuxième aspect qui est nettoyer les berges des rivières, des cours d'eau, les arbres, etc. Puisque quand il y a une crue majeure, s'il y a des arbres qui sont déracinés ou qui sont remis en mobilisation par l'eau, et ben là, ils peuvent causer des dommages très importants en s'accumulant, par exemple, près des ponts, faire monter artificiellement l'eau, comme un barrage de Castor, quelque part, et là, causer des dommages cumulatifs vraiment, vraiment importants. Ok. Merci Robert, merci Yves. On va repasser à des questions écrites. Alors, première question, que pensez-vous des retenues d'eau pour l'agriculture? Peuvent-elles avoir un impact sur les ressources naturelles? Et autre question, est-ce que c'est une solution pour pour la sécheresse? Alors, il y a deux réponses à cette question. Il y a oui et non. Il faut distinguer déjà, on a beaucoup parlé des bassines là, depuis quelques temps. Les bassines, c'est des très grosses structures avec un fond en caoutchouc noir, là, imperméable. Donc, on stocke de l'eau dedans. Ça, c'est une chose. Donc, ces bassines-là elles ne contribuent pas du tout à la recharge des eaux souterraines. Si le fond est hermétique, c'est une piscine, voilà, on stocke de l'eau. Par contre, ce qu'on appelle les petites retenues collinaires, donc des ouvrages en général beaucoup plus petits, à l'échelle d'une parcelle, d'un domaine, voilà, vraiment une échelle plus réduite, où simplement on va retenir l'eau comme un peu des restanques, hein, en cailloux, etc. Bah là, en fait, l'eau, ça va ralentir les écoulements au niveau des bassins, des versants, ça va faciliter l'infiltration au souterrain, et pendant quelques temps, ça va servir aussi de réserve accessoire. Donc on peut considérer que les bassines, c'est pas trop une bonne solution pour plein de raisons, notamment sur des aspects de privatisation de l'eau, parce que ces gros travaux, il faut bien les payer, il faut bien qu'il y ait des propriétaires, etc. Et par contre, on peut considérer que les petites retenues collinaires, qui sont en passant des systèmes ancestraux, hein, utilisés dans beaucoup de régions méditerranéennes, notamment au sud, on peut considérer que là, c'est quelque chose assez intéressant comme outil. Merci. Alors, question de Benoît. La saison sèche estivale est actuellement de 4 mois. À quelle durée de sécheresse doit-on s'attendre en 2050? Alors ça, on en voit malheureusement les effets, hein, avec des augmentations de température et qui débordent sur les mois de mai, juin, septembre, octobre. On l'a vu récemment là, avec une canicule fin août, je crois, qui était complètement inédite. Donc ce qu'on observe, c'est vraiment une extension de la période estivale. Donc qui dit période estivale, qui dit période en déficit hydrique dans nos régions. Alors, j'ai une autre question. Est-ce que le fait de s'appuyer uniquement sur des scénarios d'évolution du climat est-il suffisant pour faire des prévisions sur la disponibilité des ressources en eau? Les modèles hydrologiques mis en place pour faire des prévisions de débit d'étiage prennent-ils en considération les usages de l'eau?
Alors effectivement, quand on parle de prévision hydrologique avec des modèles de climat, avec des modèles hydrologiques, on travaille plutôt sur l'hydrologie naturelle. Rajouter les usages de l'eau, donc tout ce qui est prélèvement, consommation, c'est un travail assez compliqué, mais qui peut être fait à des échelles plutôt de bassin versant, global, enfin justement régional. On ne peut pas trop faire ça au niveau mondial. Et il y a eu beaucoup d'études, notamment il y a des études il y a quelques années sur le bassin de l'Hérault, avec justement une mise en comparaison des forçages climatiques et d'évolution potentielle des usages. Donc là, on peut trouver ça, c'est des travaux de mon collègue Denis Vreeland à Hydrosciences Montpellier. Il y a des travaux similaires sur la Durance, sur l'Adour-Garonne. Donc c'est tout à fait possible, mais ça, c'est à condition d'embarquer dans ces études les acteurs de l'eau, qui sont les gestionnaires des bassins, des syndicats, pour qu'en fait, eux mettent des scénarios plausibles sur l'évolution future des usages de l'eau. Question d'Olivier. Réduire les impacts sur l'agriculture avec des couverts végétaux. Pouvez-vous préciser quel type de couvert pour la viticulture, par exemple? Alors, sur la viticulture, nous avons un collègue qui s'appelait Yves Le Bissonnet, qui était des Mattel et qui était un éminent pédologue, hein, quelqu'un de connu internationalement, qui est malheureusement décédé en montagne il y a quelques temps. Et en fait, il y a beaucoup de travaux de lui et de ses équipes sur les écoulements à l'échelle des parcelles, notamment de vignes. Et il montrait très clairement que si on laissait les vignes enherbées, même avec un couvert assez bas, mais en fait, on réduit fortement notamment l'érosion des sols et le ruissellement en conservant de la végétation plutôt que de laisser les sols à nu. En plus, on a des terres, nous, argilo-calcaires, donc ça se sature assez rapidement en eau et ça ruisselle. Donc oui, il y a des impacts importants des couverts végétaux, notamment par les cultures. Et mine de rien, ça permet aussi d'économiser les éventuels apports d'irrigation et de réduire aussi, donc le couvert végétal, je parle, permet de réduire aussi l'impact des fortes chaleurs. Donc, il vaut mieux avoir un peu de compétition des herbes entre les rangs de vignes plutôt que d'avoir un sol complètement nu. Exactement. Alors, je voudrais revenir sur le lirou. Une question de est-ce que le pompage de l'eau sur les réserves souterraines empêche le lirou de couler plus longtemps et plus souvent? Est-ce que si le lirou coule moins, je veux dire, si le lirou ne coule pas 9 fois par an, c'est parce qu'on le pompe en amont? Alors, à ma connaissance, il n'y a pas de pompage sur le Lirou, il y en a beaucoup plus bas sur le Lèze. Je vois aussi une question de Virgile Tavert, qui est un spécialiste de l'hydrogéologie locale, qui pourra peut-être mieux répondre que moi. Mais non, à ma connaissance, il n'y a pas de prélèvement au niveau du Lirou, de moi très Si, important. si. Il y a le Suquet, au niveau du Suquet, il y a des Oui, c'est le prélèvements. Suquet. Voilà, C'est le Suquet qui permet de pomper sur le Lirou. voilà. Mais je ne suis pas certain que ce soit un prélèvement extrêmement important. Voilà, Ah si, ah si, ça couvre 18% de la consommation d'eau de la communauté de communes. d'accord. Et la source du lait, 52%. Oui, par contre, la source du Lèze, elle alimente toute la métropole de Montpellier. Tout à fait. Voilà, de côté, je crois qu'on arrive au bout de nos questions. Yves, nous vous remercions chaudement pour le temps que vous avez consacré ce soir. On sait que vous êtes très, très occupé. Et voilà, on va mettre fin à cette dernière conversation mathéloise de l'année. Et puis, on va se retrouver l'année prochaine. Merci. Au Merci. revoir.